Le pitch de la semaine, c'est avec Yassir Kazar qui est venu nous présenter Yogosha. Bonjour Yassir. Bonjour tout le monde. Alors Très intéressant Yogosha, comme débat. très intéressant effectivement. Ouais. Yogosha, qu'est-ce que c'est? Alors Yogosha, ça vient du japonais pour la petite histoire et ça veut dire défense, défenseur. Et en fait, c'est une plateforme de bug bounty. Alors le bug bounty, c'est une démarche qui vient des États-Unis. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez sécuriser un site web, une application téléphone ou une architecture que vous allez faire appel à une prestation de test d'intrusion. Donc, vous allez acheter du jour-homme pour faire cette opération-là. Le bug bounty, la démarche, c'est de se dire on va plutôt rémunérer une foule de chercheurs en sécurité à la faille détectée. Donc c'est une démarche qui vient compléter en fait ce qu'on appelle les tests d'intrusion parce que ça s'inscrit dans le temps, pardon. Et puis aussi c'est on bascule d'une garantie de moyens vers une garantie de résultats. C'est-à-dire en fait que vous allez chercher donc dans le système informatique s'il y a des bugs et si vous avez des bugs, vous allez les vendre en fait à l'entreprise à qui vous les aurez trouvés. Alors c'est un peu plus structuré que ça. C'est quand même quelque chose qui a démarré aux États-Unis en 1995 par Netscape. Et puis depuis, il y a tous les acteurs du GAFA qui ont suivi. Donc les GAFA, c'est Facebook, Google et compagnie qui ont lancé leur propre programme de bug bounty. Puis il y a une troisième étape qui a été l'apparition de plateformes d'intermédiation qui vont justement créer des plateformes de confiance entre des chercheurs et les entreprises. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce phénomène-là est en train de généraliser au monde entier. En fait, donc, pour aller un peu plus loin dans la démarche, aujourd'hui, on a créé une plateforme de confiance dans laquelle l'entreprise en question va vraiment créer une mission assez cadrée avec quelle est la target cible, qu'est-ce qui est dans le scope, qu'est-ce qui est en dehors du scope. Typiquement, une entreprise peut dire « moi, je ne suis pas intéressé par ce qu'on appelle le déni de service ». Le déni de service, c'est le fait de noyer une machine avec des requêtes jusqu'à ce qu'elle ne soit plus accessible. Donc ça, potentiellement, une entreprise peut dire « c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, donc c'est out of scope ». Par contre, si vous arrivez à sortir les données de mes utilisateurs, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et je mets tel prix sur cette faille. Voilà. Et il y a différents types de bugs, c'est toujours différentes classes de bugs entre guillemets? Alors il y a deux choses, il y a plusieurs catégories de bugs, il y a plusieurs typologies de bugs, il y a des standards qui cadrent ça, donc on a par exemple le top 10, enfin il y a un projet qui s'appelle OWASP, qui suit typiquement les typologies de, d'ailleurs pour être plus précis, on ne va pas parler de bugs mais de vulnérabilité, voire de failles. Comme on ne parle pas de risque mais de menace, on ne parle pas de bugs voilà, mais de vulnérabilité. Le risque étant une probabilité entre 0 et 1, voilà, là les vulnérabilités, on parle de bugs par facilité, mais le bug, c'est potentiellement un dysfonctionnement dans un code. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une faille. Donc, typiquement, le fait que dans un formulaire sur un site web, en injectant un code malveillant, je sois capable de sortir les données des utilisateurs. Donc, on a des typologies qui existent de type XSS, SQL Injection, Data Leak, etc., etc. Il y a un certain nombre de typologies. Et en parallèle à ça, il y a des standards de marché qui permettent de mesurer la criticité d'une vulnérabilité. Et ça, c'est important. Parce que toutes les vulnérabilités ne se valent pas. Il y a une vulnérabilité, je caricature un peu, qui va me permettre de changer la couleur du site web. Et il y a une autre vulnérabilité qui va me permettre de rentrer sur le réseau, avoir ce qu'on appelle une escalation privilege, c'est-à-dire devenir administrateur sur le réseau. Et à partir du moment où je suis administrateur sur un réseau, je peux supprimer des utilisateurs, créer des nouveaux, sortir les données, éteindre des machines, etc. Donc vous comprenez bien que le prix de la faille est corrélé à la criticité de la faille en question. Et chez vos clients, quels sont les résultats que vous observez du coup? Vous en trouvez beaucoup des failles ou c'est Alors c'est assez marrant parce qu'il y a une courbe qui se dessine assez régulièrement. Et qui se comprend et qui se justifie par le débat qu'il y avait avant. C'est-à-dire que clairement, quand on démarre les premiers mois, voire les premiers jours, on va avoir une pique, on va avoir un grand nombre de vulnérabilités qui vont être détectées. Ça correspond en fait à la dette de sécurité qu'ont toutes les entreprises, c'est ce qu'on est en train de dire, 8 sur 10, qu'elles n'avaient pas 10 sur 10, voilà. Donc, et c'est tout le problème, c'est que pendant des années, il y a eu toute une phase où les entreprises, la question du débat était comment la technologie peut protéger. Et pendant des années, beaucoup de gens ont pensé qu'en achetant un firewall et un antivirus, ils étaient protégés. Et c'est là où je rejoins la conclusion du débat précédent, c'est que ça ne peut pas se faire sans l'humain. La technologie en elle-même est quelque chose d'objectif. Le nucléaire, les atomes, ils ne veulent pas de mal à personne. Par contre, c'est l'utilisation que fait l'humain qui va faire que soit on va avoir la bombe atomique, soit on va avoir le nucléaire de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment, et c'est tout le cœur de notre réflexion, c'est qu'on ait des gens compétents qui soient capables d'accompagner pour justement faire en sorte que la technologie n'échappe pas au contrôle et qu'on s'assure qu'on puisse justement corriger les vulnérabilités et les détecter rapidement. Juste pour finir sur l'histoire de la courbe, parce que j'ai fait une grande digression. Il y a beaucoup de réactions. Ouais, je vois que c'est super intéressant, donc c'est très bien. Donc en fait, cette courbe-là, on la voit systématiquement apparaître. Et en fait, c'est une courbe quelque part qui nous permet de décider, on parlait de cyberassurance,
C'est exactement ce que ça nous permet, nous, aujourd'hui, de faire. Donc, une vraie réflexion sur la cyberassurance, parce qu'on est capable de dire aujourd'hui, une entreprise, quelles sont les typologies de failles qui sont détectées, à quelle vitesse, sur quelle technologie, la rapidité avec laquelle elle a été corrigée. Et donc, du coup, on est capable de dire, l'entreprise, elle est dans une zone où elle est plutôt vulnérable, où on commence à rentrer dans une zone safe, où on suit en fait le cycle de production de l'informatique au plus proche et on arrive en fait à corriger assez rapidement les failles qui sont détectées. Alors Jean-Philippe, vous vouliez réagir, Bernard aussi, je crois, rapidement. Une question très rapidement, une question de journaliste évidemment. Et quand vous découvrez une faille, appelons-la 0D par exemple, une faille 0D très particulière, c'est pas n'importe laquelle. Donc celle-ci, d'abord, est-ce qu'elle a été exploitée ou pas? Est-ce que vous pouvez le savoir? Et combien vous revendez éventuellement à l'éditeur que vous avez trouvé? Alors c'est une très bonne question. Merci. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le 0D. Une faille 0D, c'est une faille qui a été découverte sur un système et qui n'a pas encore été patchée par l'éditeur, qui n'a pas encore été corrigée par l'éditeur. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas été corrigée, supposons qu'on détecte une vulnérabilité sur WordPress par exemple, tant que WordPress n'a pas été corrigé, cette vulnérabilité, elle est très dramatique. Parce que tous les sites qui utilisent du WordPress sont potentiellement attaquables à l'instant T. Donc, d'un côté, il y a deux choses pour répondre à la question. De un, nous, dans l'émission, on cadre de façon assez carrée pour dire, nous, ça ne nous intéresse pas les tiers applicatifs qui sont utilisés. On va s'attaquer à des choses qui sont assez spécifiques. Et si par je ne sais quel hasard, ce cas de figure pourrait se proposer, nous, les 0D, on va directement prendre contact avec l'éditeur en question pour le prévenir parce que c'est quelque chose d'assez sérieux. Et à ce moment-là, on peut discuter avec le... Il y a un deal, Il pourrait y avoir un deal. Voilà. Moi, en tout cas, je dis bravo parce qu'en fait, c'est une accélération. Pour moi, ce principe de mise en commun finalement de réseau, de confiance qui se crée autour de ce qu'on appelle, moi j'ai les pentesters en fait, parce que chez Capgemini on a à peu près 300 pentesters qu'on vend en prestation à la journée. Donc, mais on croit nous croyons parfaitement à ça, ce principe, donc qui est arrivé des États-Unis. Je pense que c'est fondamental qu'en Europe et en France on ait des réseaux de confiance, parce que en fait, quand même, on détecte les vulnérabilités qu'il y a potentiellement dans les entreprises. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement sensibles. Et bon, moi, j'aime bien mes amis américains, mais je n'ai pas une confiance absolue dans mes amis américains. Donc, Snowden a démontré plein de choses. Et donc, que vont faire les Américains de l'exploitation de ces vulnérabilités qu'ils ont découvertes dans un grand groupe du CAC 40 français? Voilà. Tout à fait. Donc, moi, je préfère que des réseaux en Europe et en France se créent avec de confiance. Et donc, je vous dis bravo. Pour moi, c'est une accélération du domaine qui est extrêmement forte. On met en commun une énergie et je pense que les entreprises, ça va leur permettre d'avoir extrêmement rapidement un niveau de notation. On peut mettre un niveau de notation de l'état de l'entreprise et ça, pour moi, c'est fondamental. Et bravo, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous féliciter et vous proposer en direct l'aide de Paris & Co, l'agence de développement économique de Paris. Avec grand plaisir. Voilà, c'est notre rôle. Avec un grand plaisir. Il se passe des belles choses du coup, dans le virage digital. Bien sûr, voilà. Merci à tous les quatre donc, d'avoir participé à cette émission. Un débat très intéressant, un petit peu plus long que d'habitude, mais il y a beaucoup de sujets à traiter. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis donc, en direct. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay sur notre chaîne YouTube, mais également sur IT for Business, sur ZDNet, sur PC Expert et sur Silicon. Pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTunes Store. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Exceptionnellement, ce sera mardi à 18h où nous parlerons de sport et numérique en ces temps d'Euro 2016. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.